Là, on est comme dans le bureau de la secrétaire. Fait que c'est le temps que les choses se mettent en place pour notre premier épisode. De la saison 2. La saison 2. De la saison 2. Finalement. D'une tasse de tech. Ça fait longtemps quand même. Le dernier était en début décembre, je crois. Et là, on va tout de suite partir à la machine. Martin, si t'es prêt. Je suis prêt. Est-ce qu'on dit t'es né prêt? C'est ce qu'on dit? Bonjour tout le monde, bienvenue à Une tasse de tech, premier épisode de la saison 2, on peut dire ça comme ça, même si il n'y a pas vraiment... Il y a des saisons, mais je veux dire dans le sens où on n'est pas à la télé, fait que c'est pas... on profite un peu de la situation. Ça faisait longtemps, Alain, qu'on ne s'était pas vu. J'irais dire jusqu'à dire qu'on a dégelé à cause de la météo des dernières semaines, oui. mais on a gelé et on a dégelé. Moi, j'ai triché. Je suis allé cette semaine au Mobile World Congress à Barcelone. Il faisait un chic 21 degrés là-bas, c'était assez agréable, mais il y avait tellement de choses à voir que j'ai pas eu le temps de profiter de la météo. T'as pas eu le temps de voir le soleil. C'était pas super. Écoute, on est en direct du Café Osmo, comme dans le passé, la saison 1, tout ça. Je suis Alain McKenna avec mon bon ami et collègue Martin Dufort. On va revenir encore une fois cette année avec une série hebdomadaire de capsules vidéo en direct sur le site de Les Affaires, sur la page web Facebook du Journal des Affaires. On a aussi notre chaîne YouTube. Notre canal YouTube, oui. Comme toujours. Abonnez-vous. Et comme comme dans le passé, en fait, on va recevoir chaque semaine un invité pour parler de tendances dans le secteur de la technologie, des startups, du jeu vidéo. Là, on est rendu avec la réalité virtuelle. Le FinTech. Écoute, InsurTech, tu as raison. FoodTech, j'ai découvert ça l'autre jour. FoodTech, oui. Bref, mettez tech à la fin du mot de votre choix, puis on va en parler. On a de quoi jaser. Ce qui est le fun, c'est qu'il y a de tout à Montréal en plus. Il va y avoir des gens de l'industrie qui viennent nous voir. C'est accessible et c'est facile. Ouais. Et aujourd'hui, on reçoit Jimmy Beaubien, qui est gestionnaire de programmation pour le studio Ludia. Studio indépendant, gros studio d'ailleurs de Montréal, qui a lancé le mois dernier un jeu qui s'appelle Dragon's Titan Uprising. C'est un jeu qui est lié à la franchise des films Dragons. Je vais dire de Sony, mais je ne suis pas certain si c'est le bon studio. DreamWorks, voilà. Moi et Hollywood, on ne se connaît pas beaucoup. Qui probablement doit connaître un très beau succès, tant le jeu que le film. Moi, mes enfants veulent voir le film sans bon sens. Ah oui? Donc, ça sera le dérivé du visionnement du film, d'abord. Ben, on est rendu à un point, je pense que ça va être bientôt le contraire. Ils vont créer un jeu, puis ils vont faire un film après ça. Ouais. Bref, on a M. Beaubien plus tard dans l'épisode, mais en attendant, on a quelques actualités pour se remettre un petit peu dans le bain de la technologie. Je parlais du salon du Congrès mobile de Barcelone. Il y a eu des grosses nouvelles, ça part fort, Martin. Et je les ai vues de près et elles ont l'air super séduisantes. Les HoloLens 2 de Microsoft ont été dévoilés la semaine dernière. C'est des verres à réalité. Moi, je suis un peu mêlé. Ils parlent de réalité virtuelle, augmentée, réalité mix, oui. Et là, on a vu vraiment la deuxième génération de ces lunettes-là qui ont l'air quand même assez chouettes. Là. Oui, tout à fait. Ben écoute, Alain, vu qu'on a une nouvelle saison, je l'ai juste passé le petit changement qu'on va faire. Au lieu de faire juste des actus, on va faire une capsule 4+1. Donc, 4 actus. Puis le +1, ça sera, on parlera d'un service ou d'un produit innovant qui a capté notre attention, soit un peu loufoque, farfelu ou intéressant. Pas de mauvaise idée. Donc, cette saison, au lieu de 5 actus, on a 4+1. OK. Alors, on y va avec, je mets toujours mes lunettes de Joe 90. Des lunettes de réalité réelle. Exact. Mes lunettes de Joe 90, pour ceux qui connaissent Joe 90. Alors, effectivement, Alain, la première nouvelle, Microsoft qui a lancé au Mobile World Congress à Barcelone, où tu étais. Chanceux toi-même. Merci. Le HoloLens 2 qui remplace la première version du HoloLens qui avait été lancée il y a 4 ans. Déjà, quand même. Puis ça n'avait pas nécessairement été un grand succès commercial pour Microsoft. C'était positionné plus vers le jeu. Il n'y avait pas un grand succès commercial avec ça. Ouais. Et là, Microsoft réoriente un petit peu sa stratégie avec cette lunette-là. Je pense qu'ils veulent plus y aller vers le marché entreprise que le marché du jeu vidéo. Pourquoi le marché entreprise? Je pense qu'il y a un énorme besoin d'avoir des instructions interactives pour faire des tâches qui sont quand même assez minutieuses. Donc, un peu de la réalité mixte. Donc, on voit les choses, mais on peut faire une superposition d'éléments visuels. On peut les bouger avec les mains. La lunette est vraiment techniquement assez incroyable. Elle est capable de faire il y a un dispositif de repérage des yeux. Ah oui. Donc, elle est capable de détecter le mouvement de tes yeux à l'intérieur de la lunette. Wow. Comme ça, quand tu regardes un petit peu à gauche ou un petit peu à droite, elle est capable de réorienter le focus sur les objets virtuels qui sont présentés. Elle possède aussi une capacité de balayage de l'iris. Donc, pour faire de l'authentification. Donc, si je mets les lunettes,
puis je dois avoir accès à des documents ou de l'information sécuritaire et confidentielle, ben si mon iris n'est pas reconnu, je n'ai pas accès à cette information. C'est comme Windows Hello sur Windows, c'est-à-dire on reconnaît l'utilisateur, puis automatiquement, je pense que les lunettes s'enregistrent ou enregistrent l'utilisateur et va chercher ses réglages. En fait. Exact, c'est exactement ça. Puis je pense qu'il y avait une intégration avec ce service-là aussi. La première génération d'HoloLens, évidemment, c'est des verres à travers lesquels on peut voir, donc c'est pas comme les Oculus qui sont de la réalité virtuelle, mais pour afficher sur l'écran devant nos yeux, dans le fond sur les lentilles, il y avait vraiment un petit espace dans le milieu. Est-ce que ça a changé, ça? Écoute, moi, ce que j'ai su là-dessus, c'est qu'en parlant d'affichage, la résolution de la HoloLens 2 est de 2K ou 2000 pixels par œil. Okay. Puis l'ancienne version était juste 720p. Pour la HoloLens 1. Donc, il y a beaucoup plus d'affichage. Je pense que la profondeur de vue est aussi élargie en termes de degrés. Donc, ça, c'est excellent. Il y a aussi une capacité de détection du mouvement des mains. Donc, il est capable de voir si je fais bouger ou pivoter mes mains. La capacité de détection permet la reconnaissance de plus de 25 points d'articulation qui va du bout des doigts jusqu'au poignet. Donc, tu fais des mouvements, tu fais le point, tu fais l'élargissement des choses, est capable d'interagir avec ça puis faire le détail associé. La nouvelle lunette est pilotée par un processeur Qualcomm 850. Ce qu'on sait, c'est qu'il va avoir un prix de détail de 3 500 $ US. Ben oui. Donc, vraiment pas une lunette destinée aux gamers. C'est vraiment pas où Microsoft veut aller avec ça. Je pense qu'ils pensent plus, moi je pense plus à des employés qui font de la maintenance sur des avions, des employés de Bombardier, BRP, Air Canada, où il y a des trucs très, très minutieux à faire. Donc, on pourrait faire un peu le training de ces gens-là à distance. Oui. Ben, tu vois, à Barcelone, ils avaient des démos sur le stand de Microsoft où on voyait des applications avec des partenaires. Toyota l'utilise dans ses certaines chaînes d'assemblage. Donc, il y a une application vraiment très manufacturière à la technologie, ce qui est assez intéressant parce qu'on ne l'aurait pas attendu sous cet angle-là. On aurait vu plus un appareil de jeux vidéo ou peu importe, là, de didactique, mettons. Donc, c'est le fun de voir cette tangente-là pour Microsoft qui n'essaie pas d'aller chercher justement ce que tout le monde va chercher, l'espèce de marché du jeu avec Oculus et avec tous ces trucs-là. Bien, comme tu le sais, Microsoft a aussi un gros marché au niveau entreprise avec ses services entreprises et tout. Donc, je pense qu'il y a une bonne connexion là-dessus. Ouais. J'ai hâte de voir s'il va y avoir une intégration parce qu'à Barcelone, Microsoft a aussi annoncé une nouvelle génération de sa caméra Kinect qui était avant associée à la Xbox qui permettait de contrôler avec les mouvements du corps. Et là, la nouvelle génération de la Kinect est plus destinée justement à ces espèces d'applications hors jeux vidéo là, en entreprise ou peu importe. Et il y a une perception de la profondeur qui pourrait être intégrée au HoloLens, des choses comme ça. Ça va être le fun de suivre ça. Mais tu sais que le créateur de la HoloLens 2, c'est aussi le créateur de la Kinect. Alex Kipman, qui change de coupe de cheveux à chaque conférence. Et voilà. Et il avait l'air plus d'une espèce de guitariste de rock band que d'autres choses, mais ça a fait quand même une belle démo, définitivement. Il y avait, je ne sais pas il y a combien d'exposants au fameux salon de Barcelone, mais il y en avait un autre qui a fait parler de lui et qu'on pensait avoir un peu oublié, mais c'est Nokia qui fait un retour, pas directement dans la téléphonie, parce que c'est pas Nokia, mais c'est bien un fabricant qui s'appelle HMD qui a acheté la marque Nokia, qui a présenté quand même un téléphone qui a fait beaucoup jaser, le PureView 9, qui même s'appelle le PureView 9, a seulement 5 caméras. 5 caméras à l'arrière. Exact. Donc ça fait une espèce de mosaïque, une espèce de honeycomb là, comme format, comme représentation, mais ça... 5 caméras, il y a quoi? 5 zooms? À quoi ça sert 5 caméras sur un téléphone? Ben écoute, c'est intéressant que tu me poses la question parce qu'on avait fait cette prédiction-là lors de l'épisode 12 d'une tasse de tech la saison passée. C'est vrai. On avait dit HMC sort, HMC qui a obtenu les droits de commercialisation du Nokia de Microsoft. Ils vont sortir un téléphone avec 5 caméras. Et là, on avait fait le parallèle avec la compagnie Light qui a une caméra avec 16 lentilles. Et ce qu'on sait maintenant du MWC, c'est qu'effectivement, Light est un des partenaires avec HMC pour sortir cette caméra-là. Oui. Donc, c'est quoi finalement? Ben, c'est un téléphone qui roule Android 9. La plus récente version d'Android. La plus récente version d'Android. Le téléphone possède effectivement 5 lentilles. Les lentilles possèdent tous la même résolution, donc 12 mégapixels. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas tous des senseurs en couleur. Donc, des 5, il y en a 3 qui sont en noir et blanc. Donc, il y a 3 senseurs en noir et blanc, 2 senseurs couleur. Et quand tu prends une photo, les 5 lentilles capturent l'image en même temps et fait une espèce de fondu pour avoir une image super nette. Ah oui, OK. Donc, ce qu'on sait, ou ce que j'ai pu lire là-dessus, c'est que c'est vraiment dédié à des gens qui prennent beaucoup de photos parce que vraiment la clarté de l'image est incroyable.
La chose qu'on ne sait pas, par exemple, c'est que Light, la compagnie Light, avec sa caméra, permettait d'avoir ajusté la profondeur de champ. Oui, ça fait ça aussi le PureView. Exact. En fait, je pense qu'il y a 2 des 3 caméras noir et blanc qui servent à ajuster la profondeur de aller champ. chercher, si j'ai bien compris, les gens de Nokia, une profondeur. On peut calculer la distance entre les objets qui sont entre 2 et 40 mètres de distance de l'appareil. Donc, il y a quand même une façon d'aller chercher un réglage manuel. Tu sais, le fameux effet bokeh, là, qui est très à la mode ces temps-ci dans le mobile. C'est ça l'idée, c'est de dire tu peux maintenant personnaliser ça à souhait pour un résultat professionnel. C'est cool, mais le seul problème avec ça, et c'est un peu ça, c'est que quand on prend une vraie caméra avec un vrai bon objectif et qu'on fait, tu sais, on utilise la profondeur de champ, la longueur focale, tout ça pour créer un effet de flou, peu importe, il y a quand même une notion, tu sais, plus on étire la focale, plus l'image s'écrase, c'est-à-dire que la profondeur des champs est moins prononcée. Ça fait pas ça un téléphone, peu importe le nombre de lentilles, donc c'est une bonne idée, mais c'est pas complet encore. Je sais pas si ça va marcher 5 caméras, si ça va convaincre les gens, ou si c'est juste une espèce de stunt de marketing. Ben, en réalité, ce qu'on a vu, ou ce que j'ai pu lire dans les tests, c'était que c'était déjà un logiciel qui n'était pas en production, donc le temps de traitement était excessivement long pour prendre toutes les images puis les fondre ensemble. Donc ça, c'était un. Puis c'était pas encore totalement au point. Ils ont aussi conclu un partnership avec Adobe pour inclure le logiciel de retouche d'image Lightroom à même l'appareil. Donc tu peux faire des retouches d'image là-dessus. Je ne sais pas. Ça reste à voir si le marché va trouver que c'est un appareil intéressant. Disponible en mars. Ouais. 6,99 US. Aux États-Unis, c'est annoncé effectivement. Au Canada, c'est pas clair. C'est Rogers qui vend des Nokia. Il y a eu trois autres appareils qui ont été présentés à Barcelone par Nokia. Un 4.2 et un 3.2. Ça ne veut pas dire grand-chose. C'est des noms de modèles qui ne sont pas très évocateurs, mais quand même des produits à peu près de milieu de gamme là, dans les produits Android. Donc, que Rogers va vendre chez nous. Et peut-être le PureView 9, c'est pas clair encore. Peut-être s'il y a une demande, peut-être s'il y a une... C'est sûr que si vous voulez l'avoir, puis vous appelez Rogers, puis vous les talonnez de près, peut-être ça va les convaincre. Je ne sais pas comment ça fonctionne à ce niveau-là. Mais à quantité de nouveaux appareils qui sont présentés dans les salons, puis que en fait, qui sont surtout tentés d'être vendus aux fournisseurs canadiens, entre autres, je ne sais pas si ça va se faufiler, le PureView. 6,99 US, c'est pas loin de 1 000 $ canadiens. Ça. Oui. Ça fait cher pour un téléphone de milieu de gamme. On verra. Technologie sans fil, on passe au Wi-Fi. Il y a quelque chose qui s'en vient, le Wi-Fi 6. Il va falloir en parler de ça bientôt. Prochaine génération de routeurs Wi-Fi. Mais en attendant, la grosse mode dans les dernières années, c'était les routeurs en maillage, donc le mesh Wi-Fi. Mesh, oui. Où on a plusieurs petites bornes qu'on installe dans un immeuble et qui se permet d'agrandir la superficie de couverture. Un grand réseau, exactement. Ouais. Et probablement le pionnier là-dedans, c'est une petite start-up américaine qui s'appelait Eero, E-E-R-O. Qui a été racheté par Amazon. C'est quoi, juste avant les fêtes, je pense, ou au retour des fêtes? Non, au retour des fêtes. En réalité, oui. Tu vois, Amazon, c'est 11 février. 11 février dernier, Amazon a annoncé leur intention d'acquérir la compagnie Eero. Si vous voulez voir, ça fait quoi le routeur en maillage Eero? On avait fait le test. Oui, c'est vrai. Une tasse de tech, épisode 15. Allez voir 15. Ça. On avait fait le test du Eero. Alors, tu vois, il offrait des routeurs de base et tu pouvais rajouter des satellites. Donc, cette acquisition pour Amazon est en réalité la deuxième acquisition dans le domaine de la quincaillerie parce qu'il y avait aussi acquis Ring en avril 2018. Qui fait les appareils, les caméras de la maison connectées, la sonnette Wi-Fi, des choses comme ça, effectivement. Exact. Donc, Eero a été fondé en 2014. Il y avait eu quand même beaucoup d'argent, des gros joueurs de capital de risque, dont Redpoint Ventures, Shasta Ventures et tout. Il y avait eu quelques difficultés l'année passée. Ils avaient mis à pied peut-être 1/5 de leur effectif. Ouais. Donc, je pense qu'il y avait un petit... Peut-être qu'ils étaient soit ils cherchaient un acquéreur ou ils étaient en difficulté financière, on ne sait pas trop. Mais moi, ma question, c'est pourquoi Eero, pourquoi Amazon décide tout à coup de s'en aller puis acquérir une compagnie qui fait des routeurs sans fil? Ben oui. En fait, les gens d'Eero, le PDG d'Eero, en tout cas, a déjà sorti en conférence publiquement et expliqué comment il collectait beaucoup de données sur l'utilisation que les gens faisaient à la maison de leur connexion Internet. Donc, on peut imaginer où ils vont sur l'Internet, et pas nécessairement précisément des sites, mais peut-être le genre de site ou des choses comme ça. Il y a de l'information à aller chercher pour Amazon qui est vraiment une machine d'accumulation d'informations sur les internautes, parce qu'évidemment, ce sont la plupart du temps ses clients. Google a ses propres bornes Wi-Fi qui s'appellent les Google Wi-Fi, qui font à peu près la même chose. Est-ce que c'était nécessaire pour Amazon d'aller chercher un produit concurrent? Est-ce que ça peut permettre d'accélérer l'accès, dans le fond, à des différents services par sa commande vocale Alexa avec ses enceintes connectées? À ce sujet, d'ailleurs, la compagnie Netgear a présenté, juste avant Noël, en fait, une borne Wi-Fi en maillage
qui vient sous forme d'une enceinte connectée. Donc, c'est le 2 en 1 et qui est connecté par Alexa. Imagine-toi donc. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans le Wi-Fi avec Amazon. Je pense que c'est ça, Alain, parce que moi, ce que j'ai lu, c'est que tu sais qu'Amazon possède aussi des appareils connectés comme les Echo. Il y a une gamme de Echo, il y a le Fire TV et tout. Alors, ces appareils-là ont besoin d'une connexion Internet pour fonctionner. Alors, ce qui avait été un peu lancé comme hypothèse, c'est que les appareils pourraient potentiellement aussi devenir une borne satellite pour étendre le réseau. Donc, ils pourraient intégrer la technologie Hero dans le Echo, dans le Fire TV. Donc, ça sera à voir, mais effectivement, je pense que c'est vraiment un truc de compétition avec les gens de Google et tout. Là. Ah, il s'en vient quelque chose, c'est sûr, dans ce marché-là, parce qu'il y a du jumelage à faire, là, c'est manifeste. Là. Il y a la redondance un peu aussi dans ces produits-là. Quand on a une enceinte et une bonne Wi-Fi, puis ils sont pareils l'un à côté de l'autre, puis ça se tient à la même place dans la maison, ça devient un peu répétitif. On va voir la suite de ça, ça va être intéressant. Pour l'instant, ce qui a été dit, si j'ai bien compris, c'est qu'Amazon allait garder la marque Hero intacte et les gens allaient continuer à développer ça de leur côté. Donc, c'est à suivre. Hein? C'est à suivre. Il y a peut-être quelque chose à faire. En tout cas, on parlera aussi du Wi-Fi 6 parce qu'il y a peut-être un lien par rapport à l'évolution des réseaux Wi-Fi par rapport à ça. Parce que tous les appareils connectés vont bénéficier de la prochaine génération de routeurs Wi-Fi et peut-être qu'Amazon voit une opportunité là aussi. Il n'y a aucun doute. Du côté des startups, puisqu'on parle un peu de startups, il y a un nouveau rival, le Slack, qui vient d'empocher 10,5 millions grâce à la firme Sequoia. Sequoia, qui est un gros joueur dans le monde du financement. Un énorme joueur, effectivement, surtout dans le cas de la Silicon Valley. Oui. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce qu'on a un rival, le Slack, qui s'en vient? Je ne pense pas. Non? Écoute, j'ai regardé, c'est la startup Threads qui vient d'annoncer, je pense que c'est hier ou avant-hier, qui venait d'obtenir une ronde de 10,5 millions de dollars US de Sequoia. Alors, Threads, ils font quoi? Ils ont mis en marché une plateforme de collaboration qui permet aux employés d'une entreprise de créer des espaces de communication, de conversation, mais qui sont un peu plus organisés que des canaux Slack, c'est ce qu'ils disent, et qui permettent de faciliter la prise de décision. Donc, est-ce que tu penses que c'est comme ça? Non, ça devrait être comme ça. Là. OK, c'est la solution C qu'on garde. Mm-hmm. Alors, on marque comme quoi on a pris une décision, on passe à autre chose. J'ai regardé un peu le visuel de ce que Threads a sur son site web. Tant qu'à moi, c'est une copie de Slack. Il n'y a pas grand-chose de différent là-dessus. On va voir ça va aller où. Les 3 fondateurs de la firme, Threads, c'est des anciens employés de Facebook. Ils possèdent également des brevets associés à la mécanique des réseaux sociaux. Donc, il y a un élément intéressant là-dessus. On sait que Slack va devenir public bientôt. Ça vient en bourse, effectivement. Donc, il y a énormément d'intérêt pour potentiellement aller chercher des parts de marché de ce que Slack possède. On sait que Microsoft a aussi un service. Il y a Facebook aussi, a essayé des trucs. Là, Facebook aussi ont un service de collaboration. Donc, le CEO de la firme, Rousseau Kazi, indique que la plateforme va être utilisée par des entreprises de toute taille et faciliter la recherche des conversations. Okay. Donc, au lieu d'envoyer des trucs par courriel, puis là, tu m'as-tu envoyé le courriel? Non, je l'ai envoyé à Luc. Luc, il l'a-tu reçu? C'est quoi que tu as dit? Tu ne m'as pas copié, etc. Ouais. Alors, on centralise tout ça dans la plateforme. Donc, le service que j'ai vu au niveau des coûts, bien, le service, il y a une option gratuite pour permettre au monde de tester le service, voir si ça fait du sens pour leur utilisation, qui permet d'avoir accès à 150 conversations. Puis, il y a une option standard, qui est une option en membership, un coût de 10 $ par utilisateur par mois. Donc, on va voir ce que ça va faire. Allez voir ça. C'est un peu prohibitif comme prix, non? On va voir. Ça va dépendre, je pense, plus de la fonctionnalité versus le coût. Mais allez voir ça. Il y a un beau nom de domaine, threads avec un s.com. Ah, quand même. Donc, ils n'ont pas dû payer ça 5 $. Mais allez voir ça, puis donnez-nous vos commentaires. On va aller suivre ça, effectivement. Déjà, 10 millions en poche, ça leur permet au moins de subvenir à leurs besoins pour quelques temps, on imagine. Oui. Donc, à suivre, mesdames et messieurs. C'est l'heure du plus 1. Le plus 1. Le fameux plus 1. Et le plus 1, il est rigolo cette semaine. On parle de Zozo. Zozo. Alors, Zozo, c'est quoi? Zozo, écoute, je vais le dire, c'est ma fille qui me dit « Papa, tu devrais regarder ça, tu devrais en parler à tasse de texte. Zozo, c'est cool. » Ah oui? Oui. Zozo, c'est cool. Alors, si ma fille dit que Zozo, c'est cool, on va en parler. Alors, Zozo, c'est quoi? C'est un service qui permet de commander des vêtements à ta taille. À ta taille, mais ta taille précise. Alors, Ils font quoi, Zozo? Donc, Zozo offre un produit qui
permet d'avoir des vêtements sur mesure en utilisant une technologie de prise de mesure en 3D. OK. Donc, ce que tu fais, c'est que tu t'inscris sur le site de Zozo, zozo.com. Alors, il y a un petit formulaire d'inscription. Un coup, tu as fait ton inscription, Zozo t'envoie un chandail à manches longues et des collants. OK. Et gratuitement, sauf pour les frais de transport, évidemment. Et ce chandail à manches longues et ce collant possèdent 350 points de repérage uniques blancs. OK. Donc, tu enfiles le truc, tu pars l'application Zozo, tu la mets sur le petit support et tu prends 12 photos. Donc, tu te mets devant la caméra, tu prends une photo, tu te mets à 1 heure, tu prends la photo à 2 heures, 3 heures. Donc, tu fais un cercle complet. C'est une grosse journée. Exact. Et après ça donne quoi? Ben, Zozo dit c'est quoi la longueur de tes bras, la longueur de tes jambes, la grosseur de ton cou, ton poids, ta taille. C'est envoyé dans leur site. Et après, ce que tu fais, tu t'envoies sur leur site en ligne et là, tu dis moi, je veux ça chandail, ça t-shirt, ces jeans, etc. Est-ce qu'ils font eux-mêmes les vêtements aussi? Oui. Ah oui, OK. Oui, exact. Ça te pourrait faire une belle offre pour dire voici les mensurations de notre client pour un service-tiers. Exact. Il y a tellement de linge qu'on peut s'acheter sur Internet. Tout à fait. Fait que je trouve ça intéressant. Sauf que je suis allé voir la collection. La collection est quand même assez simpliste. Là. Il n'y a pas grand-chose incroyable là-dessus. Ils sont vraiment au balbutiement. Tu sais, tu peux acheter des t-shirts, des chandails, des jeans, des chemises, mais entre moi et toi, tu sais, des t-shirts, tu sais, un médium ou un large, est-ce que je veux vraiment qu'ils fit précisément? Ça a besoin si ajusté que ça, exactement. Donc, c'est à voir, mais allez-y. Si vous trouvez que c'est intéressant, zozo.com. Puis donnez-nous vos commentaires. Puis pour les prochains épisodes, Alain, ça serait bon qu'on ait peut-être des pistes pour les plus 1. Oui, excuse-moi, je pensais que tu voulais qu'on s'habille avec du linge Zozo. Je m'en allais dire oui, bientôt direct de Osmo avec Zozo. C'est une tasse de tech. Tout à fait. Hey, merci Martin, c'est super intéressant. Mais sérieusement, Zozo, tu t'en parles puis j'ai le goût d'aller l'essayer. Je pense que tu iras voir ça. C'est curieux. Mais moi, je pense que je vais faire juste venir les pantalons puis le chandail juste pour essayer la tech. Là. Le PKI, c'est que tu deviens genre figurant dans les jeux vidéo parce qu'après ça, tu peux scanner puis te servir pour du motion tracking, des choses comme ça. Exactement. Intéressant ça, on va suivre ça. Il y a plein de nouvelles startups comme ça qui écoutent. C'est pour ça qu'on existe, c'est pour en parler. Parlant de choses dont on parle, on va parler de jeux vidéo, de jeux mobiles et de peut-être un peu aussi l'avenir du jeu vidéo mobile, mais un petit peu plus que ça aussi parce que pas être achalant avec ça, mais à Barcelone, encore une fois, cette semaine, au salon mondial du mobile, il y avait beaucoup de discussions autour de la 5G, donc la prochaine génération de réseaux sans fil. Ce qui soulève bien des questions sur l'avenir du jeu vidéo mobile aussi, et même du jeu vidéo en général, parce qu'on parle de remplacer vraiment les consoles grâce aux technologies 5G par des appareils informatiques de moindre performance pour donner plus d'accès aux jeux vidéo. Mais en attendant, on a quand même des choses assez intéressantes du côté du mobile. Et il y a quelques studios à Montréal qui se spécialisent dans la création de jeux associés avec des grandes productions hollywoodiennes. Un de ces studios-là, c'est Ludia. Qui est, je pense, peut-être un des pionniers, en fait, d'ailleurs, dans cette approche-là. Et on a avec nous Jimmy Beaubien, qui est gestionnaire, responsable de programmation chez Ludia, donc. Salut, Jimmy. Bonjour. Bienvenue Salut, Jimmy. Bienvenue à Tasse de Tech. Je suis content d'être là. À notre première. Hey, ben oui, merci. Donc, Dragons Titan Uprising, ça c'est le nom du jeu qui vient d'être lancé, je pense qu'il y a peut-être à peu près un mois. Environ, qui est un. Est-ce que. Bon, c'est en lien avec la série de films Dragon de DreamWorks, comme on disait tout à l'heure. C'est notre deuxième jeu de cette série-là. OK. Est-ce que c'est un jeu qui est en lien direct avec l'histoire du film ou c'est juste l'environnement qui est le même? Il y a un bon lien parce qu'on travaille vraiment en étroite collaboration avec l'équipe qui travaille sur le film. Puis c'est beaucoup d'échanges. Fait que c'est sûr que le jeu suit la trame narrative du film, surtout les personnages, les environnements, tout ça. Okay. Mais nous aussi, on pouvait contribuer. C'est ça qui est intéressant de travailler avec une compagnie comme DreamWorks qui sont très ouverts. Puis comme c'est notre deuxième jeu, ben, la confiance est très élevée. Avec Universal DreamWorks maintenant sont fusionnés. C'est un peu mêlant, les studios, hein, ils changent beaucoup. Votre premier jeu a été un gros succès, même financièrement, je pense que ça a été quand même un bon coup pour vous. Ouais. Et là, le deuxième, ça fait à peu près un mois. Est-ce que vous avez déjà des chiffres sur comment ça s'est passé, le lancement et tout le kit? À date, ça se passe plutôt bien. On a fait déjà des changements parce que dans le fond, faire des jeux mobiles, on met le jeu en mode qu'on appelle une soft launch. On va tester le jeu sur un plus petit marché. Un lancement en douceur. Un lancement en douceur. Oui. Je sais pas comment je ne sais pas non plus, mais ça se dit bien comme ça. On va dire que c'est ça le nouveau terme. OK. Ou un lancement doux, tiens. Un lancement doux. Ouais. Et puis, on l'a testé au Canada avec une très petite population pour s'assurer que la télémétrie est bonne. Je ne sais pas si tu es familier avec le concept de télémétrie.
pourras nous en parler en détail? Parfait. La télémétrie, c'est, dans le fond, on a plein de petits senseurs un peu partout dans le jeu pour bien évaluer quelle est l'expérience du joueur. Okay. Donc là, on est capable de savoir est-ce que c'est trop difficile, est-ce que c'est trop dispendieux, des choses comme ça. Puis quand on teste avec un petit marché, bien, on regarde des statistiques de toutes sortes de facettes du joueur, puis on va faire des ajustements. Si le jeu est trop difficile, bon, on va réduire la courbe pour que le jour où on va le sortir sur tous les marchés, au niveau du monde, ben, c'est la meilleure expérience possible pour le joueur. Donc, une meilleure progression à travers les différents tableaux, etc. Quand vous déterminez qu'un jeu est trop difficile, est-ce que c'est la quantité de gens qui le finissent pas? Genre? Oui, c'est sûr, ça a beaucoup rapport. Puis on va regarder des choses comme après X nombre de jours, les joueurs ont quitté le jeu. Okay. Il y a des grosses chances que c'est peut-être parce que c'était trop difficile, par exemple. C'est sûr c'est très complexe. On a vraiment des équipes d'analystes, c'est ça leur métier. Ils sont analystes, ils regardent toute la télémétrie, ils posent des hypothèses, ils font des tests. Même des fois, on fait ce qu'on appelle du A/B testing. On teste des échantillons différents avec des expériences différentes. On fait effectivement, notre hypothèse était vraie. D'ailleurs, c'est un métier qui est très caractéristique, je trouve, au mobile. Ah oui? Je crois qu'il y a des analystes aussi dans la console. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de la console moi-même, ça fait plusieurs années. Il n'y en avait pas à l'époque. Okay. C'est vraiment le marché qui est comme ça. Les gens ont un niveau d'attention très faible. Ils vont changer parce qu'il y a tellement d'offres que je n'aime pas celui-là, j'en essaie un autre. Ben, c'est une particularité du mobile de justement sauter d'une application à l'autre et d'un jeu à l'autre assez rapidement. D'ailleurs, c'est une de nos stratégies. C'est pour ça qu'on utilise des licences, parce que comme ça, on s'en sert comme plateforme de lancement pour amener nos jeux rapidement à un plus grand public. Comme c'est une licence qui est connue, ben, rapidement on a beaucoup de joueurs, on a plus de chances d'en retenir un nombre élevé pour que ça soit profitable. Ouais. Ben, tu parles d'un nom connu, c'est un bon point. Vous êtes partenaire avec le studio qui a produit le film pour lancer ça. J'imagine évidemment qu'il faut avoir la licence. Ouais. C'est un gros plus ça, pour lancer un jeu, ça aide à générer des téléchargements et à se faire connaître. Comme je disais, c'est notre stratégie d'affaires. Un truc qui est intéressant à savoir pour une compagnie comme Ludia, c'est que c'est pas eux qui nous approchent pour nous proposer de faire un jeu. C'est vraiment nous qui va les voir. Okay. Même un truc qui est super intéressant chez Ludia, à mon avis, qui est une chose très le fun chez Ludia, c'est on a un concept qui s'appelle GameStorm, où tous les employés ont le droit de présenter en 3 minutes un pitch qui est aussi associé à une licence. Fait que c'est pas seulement la direction qui choisit « tiens, on va l'acheter telle licence ». Les employés ont la chance de dire « Hey, moi j'aime beaucoup cette licence-là ». Et puis je pense qu'on pourrait faire un jeu super le fun avec ça. Puis après, ils présentent leur pitch, puis après, on fait des études de marché, voir est-ce que ça va être rentable, Sur la licence de son choix, là. La licence de son choix. C'est sûr que des fois, il y a des licences qu'après recherche, on se rend compte que, mais le bassin des gens qui aiment la licence et l'intersection des gens qui aiment ce genre de jeu-là est trop faible. Okay. On va pas le faire. Mais souvent, les gens commencent à être de plus en plus conscients, puis on commence à développer cette expertise-là de qu'est-ce qui fait qu'une licence est sticky. C'est comme un elle a un stickiness. Entre autres, Jurassic, oui, ben c'est ça. Avant les dragons, vous étiez dans les dinosaures, donc il y a une certaine logique, une certaine progression dans votre stratégie. Puis un fait cocasse, c'est que ça fait longtemps, c'est en 2010 qu'on s'est attaqué à cette licence-là. Jurassic Park, qui était dans le temps un peu oublié. Puis il n'y a pas grand personne qui y croyait. Oui, c'était entre deux, c'était vraiment deux moments forts. Entre deux moments. Nous, on faisait la transition mobile. Avant, on faisait plus PC et console. OK. Puis personne n'y croyait. T'es comme, mobile, puis en plus, Jurassic, personne. Cette licence-là, ça faisait longtemps. Ça datait des années 90. Puis ça a été un succès instantané durant la nuit. Même que. Wow! Tantôt, on parlait de soft launch. La soft launch a duré juste quelques jours. Les chiffres étaient tellement bons. On a fait, OK, on le met live immédiatement, puis on se lance. Ça a bien été, oui, c'est ça. Ça a très bien été. Est-ce que ça a aidé à relancer peut-être le brand au niveau du domaine de la production cinématographique? C'est sûr qu'après... c'est une bonne question. Ce serait une bonne question pour aussi Universal. Est-ce que le succès de notre jeu vous a influencé? Je ne penserais pas. On va les taguer, on va leur demander. Exactement. Mais oui, à mon avis, c'est ça qui a mis un peu Ludia dans la position où on est. Vos partenaires ont vu que vous pouviez avoir du succès avec une licence mobile, avec un jeu. On a développé notre expertise. La compagnie s'est mise à grossir beaucoup plus. Puis par la suite, c'est là qu'on est allé... quand ils ont annoncé, on va faire le nouveau film Jurassic World,
Ben nous, on a sauté sur l'occasion, on a fait OK, nous, on veut faire le projet. Ils nous faisaient confiance, on l'a fait, puis aussi, c'était un autre grand succès. Il y avait une composante de réalité augmentée dans ce jeu-là, ça se peut-tu? Dans le Jurassic World, c'est plus dans le. Attends, on a fait la réalité augmentée? On a fait des expérimentations. OK. Je sais pas si ça s'est rendu, c'est une bonne question. Parce que quand vous avez parlé du nouveau jeu de Dragon que vous avez lancé, j'avais demandé à M. Tabès, qui est votre PDG, s'il y avait une composante, parce qu'on peut imaginer, tu sais, faire générer Burke, là, je sais pas comment il s'appelle, le dragon en français dans ce jeu-là, mais se produire là où on se trouve, il y avait quand même un certain dans intérêt. le troisième jeu, sur la licence de Jurassic, dans Jurassic World Alive, oui. C'est notre troisième jeu. Effectivement, tous les dinosaures que tu as capturés, ça ressemble un petit peu à Pokémon Go. C'est de la géolocalisation. On récupère des dinosaures dans la ville. Puis après, tu peux les positionner, faire des photos, mettre des dinos dans la rue, puis prendre des photos. C'est un élément très viral sur le jeu. Mais tantôt, je t'entendais parler de Microsoft s'oriente plus vers le côté affaires, business to business, qu'on dit dans le milieu. Oui. Est-ce que tu as un scoop? Qu'on constate aussi. Est-ce que tu as un scoop pour nous? C'est quelque chose qu'on constate nous aussi. Le AR, c'est pas quelque chose qui intéresse tant que ça le consommateur. Ben, j'allais te le demander. Donc, il n'y a pas toute la folie que, par exemple, Apple et Google font avec leur AR kit et tout le kit. C'est le cas de le dire. C'est pas aussi fort dans le jeu vidéo qu'on le penserait. Là. Pour le moment, c'est un outil marketing, on va dire ça comme ça. Ça amène des joueurs un petit peu, mais c'est pas ça qui vont rester dans le jeu. Je crois que l'expérience, elle est trop légère un peu. Trop légère, oui. Et aussi, moi-même, j'ai acheté un set de VR, j'ai acheté le Vive. OK. Puis mon constat après 1 an d'utilisation de ça, c'est que c'est pas encore prêt. Puis aussi, le type d'expérience que tu as avec ça est soit trop léger. C'est plus une expérience, en fait, c'est pas vraiment un jeu. Ouais. Puis aussi, le temps de préparation. Moi, j'ai des enfants aussi. Quand ils me disent hey, on veut juste le AR, VR, puis là, je me dis, oh boy, ça va prendre 30 minutes avant qu'on soit prêt à jouer. Juste ça aussi, ça les fatigue. Non, c'est pas encore prêt. C'est bien remarqué parce que c'est vrai que faut installer le bidule, il faut le démarrer, il faut te placer la machine, il faut calibrer. Le jour où il va y avoir une lunette comme ça, oui, puis je la mets et je suis dans un monde virtuel, je pense que là, ça va intéresser le consommateur. Mais présentement, d'avoir un appareil très lourd sur ta tête et puis c'est clunky aussi, s'il y a des trucs dans l'environnement, tu les accroches. Ouais, on voit pas ce qu'on fait non plus, effectivement. Ben, il y a Focal, la compagnie, là, Focal by North, on avait parlé de ça, qui avait fait une lunette justement qui projetait des informations dans ton iris et tout. La compagnie de Toronto. Là. Ils ont, tu vois, c'est ça, ils ont lancé déjà parce qu'ils ont présenté, ils ont fait des essais. Et puis ils ont licencié le tiers de leurs gens il y a à peu près 2 semaines. Donc je ne sais pas si justement il n'y a pas une espèce d'engouement très geek, là, très techno, mais pas grand public encore. Exact. Il n'y a pas beaucoup d'argent à faire pour le moment dans ce milieu-là pour avoir une compagnie de la tête. Nous, on l'a exploré, on a des démos, puis ça vous tente un jour, on peut peut-être vous le présenter si vous voulez. On a fait l'arrivée au parc de Jurassic World en VR. OK. Donc, tu es dans le petit wagon, tu passes à travers les portes, il y a des dinosaures, tout ça. C'est une expérience qu'on a faite, mais en même temps, je crois que les compagnies, mettons nous Universal, je pense qu'ils veulent se garder ça pour eux, pour l'expérience des parcs. Ben, c'est ce que j'allais dire. Il y a une question d'environnement. La réalité virtuelle dans des endroits contrôlés, comme dans les parcs d'amusement, il y a quelque chose d'intéressant là. C'est plus une entreprise. C'est un autre genre de business. C'est un autre genre d'entreprise. C'est pas pour quelqu'un chez lui qui va... Non, c'est ça. C'est pas à jouer dans son sous-sol. Moi, j'imagine, Jimmy, qu'un studio qui font des jeux, sachant que des brands t'amènent automatiquement beaucoup de clientèle, il doit y avoir beaucoup de compétition à aller voir les gens comme Universal dire « Moi, je veux la licence de ça. Moi, je veux la licence de ça. » Puis là, ça doit se battre à la pop pour dire « Moi, je veux ça, je veux ça. » Qu'est-ce qui détermine pourquoi Universal donnerait la licence à Ludia et non pas à Acme Studio ou... C'est sûr qu'il y a la dimension de confiance à la base. C'est sûr que nous, on a réussi à développer la relation avec plusieurs ceux-là. Même parfois, ils nous appellent. Parce qu'en fait, souvent, c'est des droits d'exploitation qui sont réservés sur une certaine période de temps. Fait que juste parfois, nous, on dit on voudrait avoir Star Wars, par exemple. Ils disent désolé, Star Wars, présentement, les droits pour le mobile est à X compagnie pendant tant de temps. Fait que là, c'est hors de question. Ce qui est intéressant de nous dire, c'est que de plus en plus, ils commencent à nous appeler et disent hey, by the way, les droits arrêtent là. Les droits arrêtent, ça vous intéresse? Voulez-vous les sécuriser à l'avance? Avez-vous un pitch à nous présenter?
On commence à être bon aussi à présenter des pitchs, à aller les voir. Ouais, ben, vous avez un succès derrière vous qui est un bon historique. Puis là, en termes de redevances, si tu achètes des droits, puis moi je connais absolument rien là-dedans, est-ce que tu payes un montant fixe, puis après ça, tu payes des redevances sur les ventes que tu fais du jeu, ou c'est comme ça que ça marche? Plusieurs modèles. Ouais. Jurassic World Live, présentement, c'est une coproduction OK. avec Universal. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'ils nous font très confiance pour faire une coproduction avec nous. Fait qu'ils ont même investi dans le projet pour le faire développer. Ça, c'est l'autre stratégie. Là, les coûts des droits sont différents à ce niveau-là, vu que c'est une coproduction. Sinon, effectivement, c'est souvent un coût de base avant même qu'on ait commencé quoi que ce soit. Puis après, c'est une redevance jusqu'à un montant X. OK, donc il y a une espèce de limite, là, si le jeu est excessivement successful. Okay. Populaire. Populaire, cherchais le mot. Donc, puis tu fais 1 milliard, ben là, tu donnes pas 80% d'un milliard à... Comme nous, on va chercher les licences, puis on prend tous les risques. C'est important que on garde une grande partie. Donc, là, je comprends la télémétrie où on veut absolument que le jeu soit populaire. Donc, on s'assure d'ajuster les paramètres pour que les gens puissent avancer, acheter. Est-ce qu'il y a des biens virtuels dans vos trucs? Oui, nous, on fait que du freemium, c'est-à-dire le jeu est gratuit et après, les gens qui sont hyper investis dans le jeu vont forcément dire j'ai envie d'une expérience augmentée dans le projet, dans le jeu. Puis là, ils vont faire des achats. Intéressant. Il y a un truc que je me demandais, parce que là, vous lancez le jeu, je pense, avant que le film sorte en salle. Dans ce cas-ci, pour Dragon, je crois que ça a été à peu près en même temps. Je pense qu'on l'a sorti en même temps que la sortie en Europe ou quelque chose comme ça. Mais c'est souvent des discussions qu'on a avec le propriétaire de licence. Parfois, il veut avant, parfois, il veut après. C'est complexe, ces questions-là, parce que même parfois, Apple, nous, on a des excellents partnerships, des excellentes ententes avec Apple ou Google, où eux aussi veulent essayer de jouer sur la date, parce qu'eux aussi, leur store... on a accès à de la promotion, des choses comme ça. Donc ça devient une négociation triple partie de savoir quand est-ce qu'on va le sortir. Puis sachant qu'Apple prend aussi 30% de tous les achats en ligne, alors... Eux aussi, c'est la sortie. En fait, la question que j'avais, c'est est-ce que le jeu aide à faire vendre des billets pour aller voir le film ou est-ce que c'est un peu l'inverse? C'est quoi la relation entre parce que comme tu le dis, il y a une question de timing, il y a une stratégie sur faut être à telle date, à tel endroit. Je pense qu'Apple et Google, ce qu'ils aiment, c'est de vous utiliser pour rentrer dans le studio pour avoir des droits sur la rediffusion après du film sur leur plateforme numérique. J'imagine qu'il doit y avoir comme plein de petites ramifications comme ça qu'on ne soupçonne pas au premier coup d'œil. Effectivement, quand on développe un jeu avec un partenaire comme ça, il y a toujours deux tracks qui sont en parallèle. Il y a la production du jeu, puis il y a le marketing aussi. Nous, on a des équipes marketing chez eux qui travaillent avec le marketing aussi chez DreamWorks Universal et eux ont leur propre agenda. Oui, mais là, parce que nous, on sort le jeu à une date X, mais après, on continue de faire ce qu'on appelle le live ops, ou les opérations en flux continu, là, en français, je crois. Eux sont intéressés à ce que les updates du jeu, le contenu match un peu leur planification marketing. Il y a énormément de discussions comme ça, puis ça varie d'une licence à un autre, de projet à un autre. Il y en a qui sont très impliqués. La machine de marketing d'Universal DreamWorks, elle est très bien rodée. Oui, on imagine. Puis il y a des dates précises à respecter. Ça fait de la pression un peu sur les équipes de développement, mais au final, ça demande énormément de joueurs. Parce que le marché mobile, il y a comme des caractéristiques particulières. C'est un marché dans lequel on achète des joueurs. C'est un peu étrange à dire, mais c'est un principe où nous, on investit des dollars marketing qui nous garantit un certain nombre de joueurs qui vont venir dans notre jeu, qui vont l'installer et y jouer. Après ça, c'est à nous de s'assurer qu'ils restent dans le jeu. Puis quand on essaie de suivre une sortie de film, ça nous amène beaucoup de joueurs que nous, ce qu'on appelle de l'acquisition organique, qui n'a pas été de l'acquisition qu'on a payée. L'acquisition organique avec le film, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'engouement, c'est beaucoup de téléchargements. Parfois, il y a des joueurs qui vont réaliser que « j'adore le film, mais le type de jeu que vous avez fait ne m'intéresse pas. » Puis là, ils vont quitter, puis on n'y peut rien. C'est une question de cibler l'espèce de même audience, j'imagine. Exactement. C'est pour ça qu'il faut faire bien attention que l'intersection du genre de jeu et de la licence, elle est vaste. Si elle est trop mince, puis on a plusieurs projets.
chez Illusion, on n'a pas eu de succès avec ces projets-là à cause qu'on avait mal calculé cette espèce d'intersection. Ouais. C'est intéressant. En parlant de projet, Jimmy, y a-t-il des trucs sur lesquels vous travaillez en ce moment que tu peux nous parler? Je peux en parler là, je peux pas nécessairement donner tous les détails, mais là, on a signé avec Disney. On va faire un immense projet, ça va être un de nos plus gros projets. Ah oui. Puis ici, c'est notre premier contact avec Disney. Disney, c'est aussi Pixar, c'est plein de monde. C'est beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus? C'est Monsieur Incroyable. C'est vaste, là, Disney, c'est fou. C'est Monsieur Incroyable. C'est bon pour vous, parce que c'est la marque la plus connue au monde, Disney, en plus. Ce qui est fun avec Disney, dans ce cas-ci, c'est qu'on va avoir accès à beaucoup de choses chez Disney. Puis le concept du jeu va mettre en valeur tout l'univers de Disney. C'est ça que je peux dire. Ah oui, ok. Ça risque d'être d'un excellent jeu pour les gens qui adorent Disney en général, qui vont au parc, par exemple. Les gens qui vont au parc et aller s'immerser dans l'univers de Disney vont adorer notre jeu, je suis presque certain. Jeu pour les plus jeunes ou c'est vraiment toute la famille? Nous, on pense que ça va être pour toute la famille. On essaie de viser un large public, autant les enfants que les adultes. Leurs parents. Peut-être même aussi, moi je regarde, ma mère, elle joue des jeux mobiles, et puis je pense qu'elle va adorer ce jeu-là. Quand je regarde le type de jeu qu'elle joue, je pense qu'elle va aimer aussi ce jeu. Donc pour tout le monde. Pour tout le monde. Puis dis-moi donc, en termes d'efforts chez Ludia, puis date de lancement pour un jeu comme ça, tu dis que c'est un des plus gros projets que vous allez faire chez Ludia, en termes d'efforts, en termes de mois personne, ou en termes de délai, ça représente quoi environ? C'est un énorme effort. C'est-tu 2 ans de développement, de design? Ça risque d'être fort probablement 2 ans de développement. Ça fait déjà 9 mois de pré-production qu'on a investi dans le projet, de bien définir le type de jeu. Puis aussi, on s'est donné quelques défis nouveaux dans ce projet-là. Entre autres, on veut essayer de repousser le niveau graphique. Parce que souvent, les jeux mobiles, le style graphique est minimaliste, on va dire ça comme ça. Nous, on va essayer de pousser un nouveau genre. Disney, ça les intéresse beaucoup. On travaille avec eux justement à définir ce nouveau look-là de jeu, nouveau look graphique. L'environnement, oui. L'environnement, les personnages, tout ça, comment on veut les présenter. OK. On veut rajouter aussi peut-être une dimension narrative plus importante au jeu. Souvent, les jeux mobiles, l'histoire est très... On associe souvent ça au casual gaming, donc aux jeux plus légers, mais il y a quand même possibilité d'avoir des jeux plus parce que Disney, c'est quelque chose profond, qui est très important pour eux. Mm-hmm. D'ailleurs, c'est ça qui nous définit bien. Disons, on essaie de comprendre, c'est quoi l'essence de cette licence-là? Qu'est-ce qui fait que Dragon est Dragon, par exemple? On passe beaucoup de temps à essayer de comprendre, puis eux, ils apprécient ça, parce qu'ils ont vraiment l'impression qu'on traite la licence de façon précieuse. Puis c'est normal, on ne veut pas la prendre pour l'exploiter sauvagement, on veut vraiment l'amener aux joueurs. Que ça dure aussi dans le temps. On veut l'amener la plus proche, parce que dans le fond, les fans, si nous, on dénature la licence, ils vont s'en rendre compte, ils ne sont pas intéressés de jouer à notre jeu. C'est pour ça. Ah, c'est intéressant. Ah, ben c'est bon, ben j'ai hâte de voir. Est-ce que, là, tu me dis que c'est un jeu qui s'échelonne sur 2 ans. Dans 2 ans, on parle beaucoup de sans fil de 5e génération, la 5G. Est-ce que c'est quelque chose qui entre déjà dans vos considérations quand vous développez des jeux mobiles en ce moment? Pas pour le moment, parce que c'est pas quelque chose qui nous affecte tant que ça de l'autre côté, ou bref, qui va avoir un grand impact sur... les téléphones pliables, ça va pas changer la façon de faire des jeux. Au contraire, souvent, tous les nouveaux téléphones qui sortent sont potentiellement un obstacle. Pas un obstacle, mais sont un défi pour nous, on va dire ça comme ça, dans le sens où quand des nouveaux téléphones sortent, ils offrent des nouvelles capacités. Par contre, il y a très peu de gens qui les ont. Fait que sinon, on développe des jeux qui ciblent ces téléphones-là, on vient de réduire notre audience. Okay. Fait que, idéalement... Votre défi, c'est le plus large possible, j'imagine, pour justement prévoir les changements. C'est le cas, entre autres, du VR. On en parlait tantôt du AR. Le marché est tellement petit, le nombre de machines disponibles dans les foyers est tellement petit qu'on ne peut pas vraiment générer on peut pas générer des revenus avec aussi peu de... Tandis que des téléphones, c'est plusieurs millions, centaines de millions, voire milliards. C'est des milliards d'appareils qui existent, c'est un immense marché. Oui, c'est intéressant ça. Donc Disney, est-ce qu'on peut présumer que Disney a une proximité avec Apple qui fait que vous seriez, par exemple, plus près d'Apple grâce à ça, un truc dans le jeu? On est déjà très très proche d'Apple. D'ailleurs, notre directeur marketing, il est basé à Los Angeles, en Californie. Okay. Et puis, il les visite sur une base régulière. Ah oui, ok, bon, il y aura une grosse proximité.
Donc, un nouveau jeu qui s'en vient, Dragon's Titan Uprising, actuellement accessible, ça c'est sur iOS et Android, j'imagine. Ouais. Beaucoup de développement. Est-ce que vous êtes en mode embauche? Comment ça regarde de ce côté-là? Oui, d'ailleurs, on embauche parce que, oui, il y a ce projet-là, il faut le maintenir, il faut l'amener encore plus loin, améliorer l'expérience, mais on compte commencer des nouveaux projets bientôt. Fait que c'est sûr que oui, on cherche du talent. Envoie ton CV, Alain. Oui, moi qui connais rien dans le codage. On cherche autant des gens qui débutent, des gens qui ont de l'expérience aussi. Et puis, c'est tellement différent le mobile de la console du PC. C'est une invitation que j'ai à s'il y a des gens qui sont présentement dans la console mobile, peut-être console ou PC, qui veulent une expérience différente, c'est très différent. Moi, je les invite à nous contacter. Parce que Contactez Ludia. on va bâtir des nouvelles équipes, mais on aimerait ça avoir un peu des gens avec de l'expérience, avec moins d'expérience. Ah ben écoute, le message est lancé. Message si vous lancé. voulez, chercher un changement de carrière ou au contraire un début de carrière. Jeux vidéo, en tout cas, il y a de la place, puis ça fait des années que ça existe, c'est toujours en croissance. La plupart des studios sont encore en mode d'embauche, il y a beaucoup de changements, mais ça reste en croissance. Donc, c'est à suivre. Merci beaucoup, Jimmy. Merci, très Jimmy. C'est vraiment très intéressant. Merci beaucoup. Jimmy Beaubien, donc du studio, en fait, Ludia, studio montréalais, qui clairement a des bonnes ententes avec plusieurs grands studios hollywoodiens. Avec son plus récent jeu, qui est un dérivé des fameux films Dragon, les fameux dessins animés, en fait. Dragon, qui sont actuellement en cinéma et sur les boutiques d'applications mobiles de votre choix en version jeu vidéo. Ça n'arrête pas. Puis ce modèle-là, d'ailleurs, était assez intéressant de licencier une marque connue parce que ça permet justement d'aller chercher une base de gens qui sont déjà au courant. C'est quoi le produit? On peut s'attendre à quelque chose déjà sans avoir à concurrencer avec 1 million d'autres applications qui sont aussi variées ou souvent identiques. C'est sûr. Mais si tu es un studio de jeu puis tu veux une licence, là, il y a une approche intéressante. Il faut que tu te battes pour aller voir les bonnes personnes puis leur montrer que tu es sérieux. Je pense pas que c'est tout le monde qui peut être capable d'aller chercher ça. C'était intéressant d'entendre parler de la réalité augmentée comme quelque chose qui ne Oui. marche pas tant que ça. Parce que vraiment. la plupart des gens qui on parle sont des promoteurs de ces choses-là parce qu'ils sont impliqués. Donc là, de voir tu sais, Alain, on a parlé plusieurs fois à une tasse de tech. On a vu des compagnies qui tentent de faire des choses. Tu sais, Focal, on a parlé, tu as dit qu'ils avaient réduit les effectifs. C'est difficile. Puis je pense que, comme Jimmy nous l'a dit, Microsoft s'oriente plus vers l'entreprise. Je pense que là, il y a un bon marché. C'est beaucoup plus ciblé. Ils sont capables de contrôler beaucoup plus l'environnement. Donc, je pense que c'est intéressant. On va voir la suite de ça. On va voir la suite. Intéressant. On va passer à un sujet intéressant et je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Les écouteurs Bluetooth, là, c'est comme incroyable comment ça intéresse les gens. Probablement que les projets les plus financés sur les plateformes comme Kickstarter, c'est des écouteurs. Là, tu as dans les mains... J'ai dans les mains. Les Galaxy Buds de Samsung. C'est drôle parce que j'ai les Galaxy Buds et j'ai pas le S10. Non, mais Alain, c'est toute la même chose. Écoute, je viens d'ouvrir la boîte. Là. Moi, j'ai des Jabra Elite Sport. Ils sont exactement pareils. C'est la même chose, mais c'est 30% mieux. Ben voilà. C'est ce que Samsung dit. Parce que la première génération d'écouteurs sans fil comme ça de Samsung, c'était les Icon X. Qui étaient mauvais sans aucun bon sens. Mauvais. Inconfortable, gros, avec, je pense, 2 heures d'autonomie, ce qui était vraiment pas suffisant. Donc là, ils ont vraiment relancé le produit parce qu'ils ont vu que c'était une grosse mode dans le marché. Ils sont vendus, évidemment, comme tels, séparément du S10, mais si vous allez à certains fournisseurs et que vous voulez un nouveau téléphone et que vous achetez le Galaxy S10, il y en a au moins un, je pense que c'est TELUS, qui les donne avec le téléphone. Et ouais, je te le donne. C'est un bon incitatif. Est-ce que ça fait une différence? Je ne sais pas. Ces écouteurs-là, écoute, le son est correct, mais c'est pas. Dans ce créneau-là, c'est dur d'avoir de la qualité sonore. Là. Je pense que les Jabra que tu as sont probablement cotés par tout le monde qui les a essayés comme étant les meilleurs dans le marché. C'est comme les compétiteurs aux AirPods. Exactement. Là, vraiment. Mais dans l'espèce de produit vendu de façon assez abordable, à tel point qu'on peut même le donner avec un téléphone. Ils sont quand même pas si mal. 5 heures de batterie environ. Fonctionne comme la plupart des autres téléphones, pas téléphones, mais les autres écouteurs sans fil. À la différence près que le socle rajoute un autre 5 heures d'autonomie aux écouteurs et celui-là, le socle comme tel peut être chargé soit par USB-C ou on le dépose sur une plaquette de recharge sans fil et il peut être chargé sans fil. Avec le standard Qi. Exactement. Le stunt chez Samsung, c'est que le S10, si on le vire à l'envers et qu'on active la fonction de recharge inversée, on peut charger le socle. On peut charger par le téléphone. Par le téléphone en le déposant dessus. C'est bon, c'est vraiment une façon de différencier le produit.
Mais je veux dire, allez Mais à pas part ça, vous précipiter pour la qualité sonore des écouteurs, de ces écouteurs-là, parce que ça vaut pas la peine. Si vous voulez des écouteurs Bluetooth qui ont une très bonne qualité sonore, et c'est là où j'ai l'espèce de gros machin gris dans mes mains, ça, c'est étonnamment intéressant. Donc, Et c'est là, je vais vous les sortir parce que je vais vous les présenter. Ce sont les Surface Headphones, de... en bon français, de Microsoft. Voilà. La gamme Surface chez Microsoft, on aurait tendance à penser que ce ne sont que des ordinateurs, mais voilà, ce sont aussi des écouteurs Bluetooth qui ont quelques petites fonctions inusitées. J'imagine qu'il y a une interface tactile. Il y a une interface tactile. Tiens, je vais te laisser les essayer parce qu'il faut les essayer, il faut le voir pour le croire, mais Ah il faut oui, aussi vraiment? les écouter. Tiens, ça va dans ce sens-là. Des écouteurs, donc, qui se positionnent dans le créneau des écouteurs qui insonorisent. Et là, pendant que Martin ne m'entend pas, je vais vous en parler un peu plus, c'est qu'il y a Sony, Bose, entre autres, que les gens d'affaires achètent beaucoup pour aller en avion, entre autres, en tout cas pour voyager, coupe le son. Microsoft le joue un peu comme un appareil, un accessoire de bureau où vous arrivez au bureau, souvent dans un WeWork ou dans un espèce d'espace partagé à air ouvert, et vous vous dites, ben je veux ma bulle, je veux mon environnement fermé. Ben c'est comme ça que Microsoft distingue ses produits en disant, ben mets des écouteurs qui annulent, qui insonorisent, insonorisation passive et active. C'est-à-dire qu'il y a un bruit de fond qui est généré pour enlever le son ambiant. Et c'est très efficace, l'insonorisation là-dessus. Ce qui est le fun, c'est qu'elle est ajustable. Tu vois, sur les côtés, sur chacune des oreilles, tu peux tourner une molette qui est autour de la base ici. Je peux vous la montrer de plus près. Alors, on a ici, d'un côté, la roulette ici qui permet d'ajuster l'insonorisation. Et de l'autre côté, évidemment, c'est le volume qui se tourne. Ce qui fait, c'est une interface assez intuitive. On n'y pense pas, on le tourne et ça s'ajuste. Donc ça va plutôt bien. Et comme tu le disais, il y a aussi une interface tactile, c'est-à-dire que sur le dessus, ici, il y a une espèce de petit pavé où on tape pour avancer. Sauf quand tu fais moins 20 dehors avec tes gants, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas avec les gants, mais si vous levez la main comme ça pour répondre à une question, ça se peut que vous accrochiez la surface et que ça change de chanson pareil, parce que c'est quand même assez sensible à ce niveau-là. Ce qui, de toute façon, on s'entend, c'est un usage assez typique d'un écouteur de ce genre-là, Bluetooth, là, où on peut commander la musique. L'appareil, évidemment, comme c'est Bluetooth, c'est universel, ça se jumelle à un iPhone, un téléphone Android, un PC, un Mac. Votre ampli s'il y a une fonction d'émission de musique par Bluetooth. Mais il est surtout conçu, ce casque, pour fonctionner avec les produits Windows, parce qu'il y a un bouton magique ici et il y a un micro toujours actif pour parler à Cortana, qui est la commande vocale des PC, Windows et des produits Microsoft en général. Est-ce que tu parles juste à Cortana ou tu pourrais parler à autre? Bien, le casque comme tel est conçu pour mieux parler avec Cortana, disons ça comme ça. Okay. Mais on peut aussi parler à Siri ou l'assistant Google, évidemment, mais il y a moins comme il y a moins de synergie, mettons. C'est plus comme parler au téléphone de façon générique. On ne peut pas, je pense, évoquer Siri vocalement ou l'assistant Google comme on le peut avec Cortana sur le casque une fois qu'il est jumelé. On peut jumeler, évidemment, ça avec Windows assez facilement. Il faut télécharger l'application Headphones de Microsoft. Et là, on passe à travers une série de réglages où on peut régler la langue, les différents niveaux d'insonorisation, de volume et tout ça. Et on peut ensuite plus naturellement fonctionner à travers une commande vocale plutôt que les surfaces tactiles. Okay. Et Cortana joue la musique, et là, il va chercher sur Spotify ou des services comme TuneIn, qui est une espèce de regroupement de stations Internet pour trouver ce que vous cherchez. L'application Cortana mobile sur Android permet de faire la même chose sur Android, mais ne le fait pas sur les produits d'Apple, parce qu'Apple est un écosystème plus fermé, on s'entend. Donc, il y a cette petite valeur ajoutée-là qui, à mon avis, n'est pas un très gros différenciateur si vous magasinez un bon casque d'écoute. Parce que c'est pas... Premièrement, ça prend un ordinateur. Donc, si vous utilisez des écouteurs comme ça, peut-être pas seulement au bureau, on perd un peu cette fonction-là à l'extérieur du bureau ou à l'extérieur de l'environnement où il y a notre ordinateur. Il n'y a pas de téléphone Windows, évidemment. Là, donc, c'est pas quelque chose qui est très mobile dans l'expérience. Mais si vous avez un téléphone Android, il y a peut-être possibilité d'étirer ça, à condition de parler anglais. Parce que là, l'appareil va être vendu au Canada à partir de demain. Et je n'ai pas encore vu l'application en version française qui permettait d'intégrer les écouteurs de façon efficace. Donc, si vous voulez vous précipiter pour acheter des écouteurs Microsoft parce que vous aimez la marque, vous aimez les produits Surface, il y a ce défaut-là. Il va falloir parler anglais si vous voulez avoir l'essentiel des commandes tactiles, pas tactiles, mais vocales qui viennent avec. En revanche, si vous magasinez pour un casque, si vous êtes du genre à prendre l'avion 2 fois par semaine et vous voulez un peu comme de silence et une belle expérience musicale, là, vous dites, Bose vend des écouteurs super chers, Sony vend des écouteurs super chers, il existe plein de marques haut de gamme qui vendent des produits très chers. Microsoft a maintenant ces écouteurs super chers, ils sont 500 $, mais ils font une bonne job. Au niveau strictement de l'écouteur extra-auriculaire, donc qui se porte vraiment par-dessus l'oreille et qui sonorise le son, ça, c'est assez réussi. Bien, c'est ce que j'ai vu, Alain, aussi dans certains tests indépendants qui disaient que ces écouteurs-là, les Microsoft Surface,
en termes, en anglais, ce qu'on appelle le noise cancellation, là, la cancellation du bruit, l'annulation du bruit, rivalisait et peut-être même dépassait les meilleurs de chez Bose. Ouais. Alors, Ce qui est le fun, parce que c'est tu sais, dans un environnement, dans l'avion, souvent c'est bruyant, puis c'est le fun d'avoir cette espèce d'insonorisation-là. Ce serait encore mieux si la qualité sonore était tu sais, au même niveau que l'insonorisation, parce que là, le son n'est pas tout à fait super. Tu sais, il y a comme il y a une compression au niveau du spectre sonore, disons, là, les mid-range, les niveaux sonores intermédiaires, sont pas super. On a une grosse basse, donc les graves sont présentes. Des les aigus sont percutants, présents. mais... Dans le milieu, il y a comme un creux. C'est un peu dommage quand on écoute la musique, donc pas se faire déranger par le son ambiant. On aurait aimé quelque chose d'un petit peu plus relevé à ce niveau-là. Est-ce que tu as une application qui permet Il y a d'égaliser les Il y fréquences? a un égalisateur dans l'application de Microsoft, dans l'application Cortana, mais encore là, on ne va pas chercher. On va pas chercher. On ne peut pas compenser pour ce manque-là. Fait que c'est un peu désolant de ce côté-là. Mais en revanche, tout le reste est super correct. C'est étonnant que. C'est drôle parce que on reçoit ça, on dit wow, Microsoft ont des gros écouteurs. C'est étonnant venant de Microsoft. Et là, on vient de parler d'écouteurs Samsung. On a des écouteurs chez Google, on a des écouteurs chez Apple. Ouais. C'est un peu logique que Microsoft fasse comme tout le monde, mais différent. Mais au moins, c'est pas des écouteurs dans Exactement. l'oreille Ils ont et une tout. bonne idée. Ouais. Il y a des gens, tu vois, moi, les AirPods, je peux pas les porter parce que ça mérite l'oreille, mais j'aime les écouteurs Bluetooth. Fait que ça, c'est un compromis intéressant parce qu'en plus, ça insonorise et c'est confortable à porter. Dans ce genre d'écouteurs-là, il n'est pas très lourd. Il se porte bien, confortable, donc durable. Je peux imaginer, tu arrives à WeWork, tu sors ta tablette Surface ou ton ordinateur Surface ou peu importe, ou même ton ordinateur Sony, peu importe. T'enfiles le casque, là, t'es bon pour une journée de travail sans te faire de... Autonomie, allez, en termes de piles? C'est annoncé 12 heures. C'est plus proche de 8-9 heures dans la vraie vie. C'est pas exactement... C'est en dessous de la moyenne. C'est pas exactement le plus durable. Sennheiser fait des écouteurs dans ce genre-là qui sont excellents, qui sont un peu moins chers et qui vont durer 20 heures. Donc, une journée et même plus d'autonomie. Mais cela dit, ça se recharge par USB-C assez rapidement, donc c'est pas un très gros tracas. Mais pour le prix, c'est sûr qu'on peut magasiner des produits qui vont aller cocher toute la liste là, des choses qu'on veut savoir, qu'on veut trouver dans un casque comme celui-là. Fait que c'est comme une espèce de semi-bon coup. J'imagine que les Headphones 2, l'année prochaine, ou quelque chose dans le genre, vont faire encore mieux. Et là, on aura quelque chose de super intéressant. Mais c'est un bon coup de Microsoft. C'est une bonne façon de se démarquer justement d'Apple et de Google dans ce genre de produits-là. Et si vous avez un ordinateur Windows 10 et que vous voulez jumeler un appareil avec qui utilise Cortana, ben, je veux dire, il n'y a pas de meilleur produit que celui-là. Fait que la cote McCann sur les headphones ou les écouteurs Surface sur 10... Ça va être une cote en 3 temps. Donc, en général, je dirais 3 sur 5, 3 sur 10. Bon, 6 sur 10. Au travail, au bureau, devant votre ordinateur, je vais dire 8 sur 10. Moi, j'aime ça. Cortana, c'est une des trois, là, c'est une de celles qui fonctionne le mieux, qui comprend le mieux ce qu'on dit. Donc ça, je vais donner un gros plus pour ça. Et au quotidien, dans la rue, tout ça, je vais dire, n'importe les deux, là, mettons un 7 sur 10, quelque chose comme ça, parce que c'est cool, c'est un beau casque. Il est léger, il se porte bien, mais l'autonomie et le prix, ben, c'est deux gros défauts. OK. Dommage. Bon coup, j'ai hâte de voir la prochaine génération. Ça résume bien l'affaire. Ah ouais. Ça résume bien l'affaire pour la plupart des produits qui sont un premier jet, tu sais. On va probablement dire la même chose des téléphones pliables, en fait. Ils sont très beaux, ils vont coûter une fortune, mais peut-être que la prochaine génération va être mieux. Détail intéressant par le téléphone pliable, le Huawei, là, le téléphone qui est présenté cette semaine, qu'on a vu qui est super excitant, le X-Mate, là? n'est pas étanche. Oh! Bon. Donc, tu le flippes, tu le déposes sur une table, tu échappes ton café. Tu échappes ton café, voilà, capote. mort. Fait que va falloir faire attention. 3000 $ à la poubelle. C'est délicat. Voilà. Bon, on aura l'occasion d'en parler. On va les avoir la semaine prochaine, on va pouvoir les tester pour vous. Oui, c'est sûr. On est comme ça. Huawei, on est tête avec eux autres, il n'y a pas de problème. Tu mets de la pression, là, Martin. Oui. De toute façon, si vous voulez savoir si on les a la semaine prochaine, vous reviendrez la semaine prochaine à notre prochain épisode de Tasse de Tech. Oui. On va peut-être pas avoir le pliable, on va peut-être avoir quelque chose de Huawei, je sais pas. On va voir. On a encore quelques jours pour appeler FedEx, voir où sont rendus nos colis, ce genre de choses. Notre invité la semaine prochaine, qui n'a pas confirmé, mais Tim Cook de Apple pourrait être avec nous, mais ça se peut qu'il nous... Moi, je ferai une table ronde avec Satya Nadella aussi, tant qu'à faire. On pourrait avoir les deux. On vous tient au courant là-dessus. Ça fait comme je ne sais pas combien d'épisodes qu'il dit qu'il va être là, mais non. Ouais. Ben, en tout cas, cela dit, si vous voulez en attendant revoir l'entrevue avec M. Beaubien de Ludia, très intéressant. Revoir ce qu'on vient de dire sur les surfaces, revoir l'actualité de la semaine en techno, venez nous voir sur le site du journal Les Affaires, lesaffaires.com.
On a une section, je vais dire, / une tasse de tech, mais je ne suis pas certain. On a notre chaîne YouTube, comme toujours, youtube.com / une tasse de tech là aussi. Allez vous abonner. Et on va être en rediffusion éternelle sur la page Facebook du Journal des Affaires également. Donc, n'hésitez pas à venir nous revoir. Nous, on vous quitte pour une semaine. On revient la semaine prochaine pour un deuxième épisode de notre deuxième saison Deuxième saison. d'une tasse de tech. On Oui. vous dit au revoir. Merci. Bonne Merci semaine, tout le à la monde. semaine prochaine. Merci.